Merci beaucoup Natalia. Donc bonjour à tous. Donc effectivement aujourd'hui on va parler d'acquisition pour l'e-commerce et de Google Shopping en particulier. Alors pour dire un mot sur la société pour laquelle je travaille, la société c'est Twenga. Donc c'est une société qui est dans le web depuis 2006 et qui a historiquement édité des sites de shopping dans une quinzaine de pays. Et encore une fois, notre spécialité, c'est l'e-commerce. Donc, on indexe aujourd'hui plus de 400 millions de produits dans une quinzaine de pays. Et ce qui fait notre force et notre spécificité, c'est justement ces données liées à l'e-commerce. Il y a une gamme de produits qui se divise en deux. On a d'une part un produit qui s'appelle Smart Leads et qui est un produit d'acquisition qui comprend nos sites Twenga, mais aussi des plateformes partenaires publishers. Et notre nouvelle gamme de produits sur laquelle on travaille maintenant depuis un peu plus d'un an s'appelle Smart SEM. Et c'est justement une solution d'acquisition de trafic et d'optimisation de campagnes pour AdWords et Google Shopping. Donc AdWords et Google Shopping, ça va être justement le sujet du jour. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler un petit peu desquels les annonceurs de l'e-commerce font face en 2015. Ensuite, on va continuer en parlant un petit peu du marché du search marketing, du SEM, dans lequel on évolue quand on fait de l'acquisition de trafic pour l'e-commerce. Ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui est d'optimisation de campagne. On va terminer par une étude de cas et si vous en avez des questions. Donc, commençons par la partie marché. Donc, à quel challenge font face les annonceurs en 2015? Eh bien, la première chose, c'est que on le constate, il y a une multiplicité des formats quand on veut être annonceur aujourd'hui. Une multiplicité des plateformes. Les gens sont présents sur les réseaux sociaux, sur le search. Il y a des points de contact multiples liés aux divers appareils que tout le monde utilise. Les gens sont sur mobile pendant la journée, les gens sont sur leur ordinateur de bureau aux heures de travail et ils se retrouvent le soir chez eux sur leur tablette. Donc, en tant qu'annonceur, la vraie difficulté cette année, c'est d'être capable de cibler les bonnes personnes sur cette combinaison très importante de plateformes, de formats divers et variés et d'appareils divers et variés. En plus de ça, il y a une deuxième chose qui est en train de se passer, c'est que le marché devient de plus en plus compétitif. On a d'une part la pression des grands acteurs comme Amazon, eBay, Cdiscount, la Fnac en France, qui ont des stratégies d'acquisition très poussées. Et d'autre part, on a eh bien des coûts d'acquisition qui augmentent et des marges qui s'abaissent parce que justement ce marché très compétitif fait qu'il est de plus en plus difficile d'acheter en ligne avec une bonne rentabilité. Donc d'une certaine façon, les méthodes qui étaient utilisées par le passé ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Donc si on regarde en particulier le marché du paid search, d'une façon générale, ce marché-là ralentit également. Donc on était habitué par le passé à des croissances, à des taux de croissance d'une année sur l'autre à deux chiffres pour le marché du paid search. Cette année, au niveau mondial, on est à peu près à 6% de croissance, donc c'est fortement ralenti. Et en Europe, on est seulement à 4%. Donc, d'une façon générale, le marché du paid search et du PPC ralentit fortement. En revanche, il y a quand même un secteur qui tire son épingle du jeu, eh bien c'est la distribution. C'est le secteur en particulier de la distribution, du retail et de l'e-commerce. Donc c'est le secteur dans lequel nous-mêmes on évolue pour la plupart. Et ce marché-là est en croissance. Et donc très récemment, la croissance était de l'ordre d'environ 17%. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ce marché-là est en croissance.
Donc les acteurs principaux qui évoluent dans le paid search n'ont pas changé. Au niveau mondial, Google est ultra majoritaire. Aux États-Unis en particulier, Bing et Yahoo épingle du jeu, et en Chine, c'est plutôt maintenant en France, là encore, Google est vraiment ultra majoritaire avec plus de 90% de part de marché. Donc c'est la plateforme principale sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre comment le secteur de l'e-commerce évolue sur cette plateforme-là. Donc le secteur de l'e-commerce évolue principalement à travers Google Shopping. Donc, ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est une augmentation de la visibilité de Google Shopping, que ce soit les intégrations Product Listing Ads dans les recherches, ou que ce soit d'une façon générale la visibilité des mots-clés liés à ces annonces, qui sont par exemple passés de 7 à 16% en un an. Donc au final, l'inventaire disponible sur Google Shopping a quasiment doublé cette année. Et donc pour un e-commerçant, il devient plus que nécessaire d'être présent sur Google Shopping et d'optimiser ce type de campagne au maximum. Donc on disait que l'inventaire disponible sur Google Shopping augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que progressivement, Google ouvre de plus en plus de mots-clés de recherche au format Google Shopping. Donc typiquement, là où une recherche par le passé pouvait ramener des résultats naturels ou des annonces AdWords classiques, maintenant on va avoir de plus en plus d'annonces dans le format Shopping, c'est-à-dire le format Product Listing Ads en jaune sur mon screenshot. Un autre fait est important, c'est que Google réserve le trafic de meilleure qualité à Google Shopping. Donc ce qu'on voit, c'est parallèlement à la montée de Google Shopping, on voit aussi une baisse des taux de conversion, donc des taux de transformation AdWords pour les e-commerçants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bonne qualité sur Google Shopping. Eh bien, principalement, ça veut dire que toutes les métriques, tous les KPI vont être améliorés. On a très souvent, entre Google Shopping et AdWords, un taux de rebond qui est inférieur, typiquement 16% ici selon un rapport de 2015. On a une durée moyenne de visite qui est doublée ou triplée. On a également plus de visites qui génèrent un nombre de pages vues important, donc plus 314% de visites qui génèrent plus de 3 pages vues par visite, donc ça va être des utilisateurs qui sont très engagés dans le domaine du shopping. Voilà, donc au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'une façon générale que les marchands dépensent plus de budget sur Google Shopping et moins sur les annonces textuelles AdWords classiques. Donc ça, c'est la tendance générale du marché. Donc, qu'est-ce qui est important de prendre en compte pour optimiser ces campagnes Google Shopping? Eh ben, le fait le plus important cette année, la chose la plus notable, c'est en fait la montée du mobile. Pourquoi? Parce que le mobile représente de plus en plus de volume de recherche. Google vient d'ailleurs d'annoncer qu'au niveau global cet été, que les recherches mobiles ont dépassé les recherches sur desktop. En revanche, le mobile a aussi un inconvénient, c'est que jusqu'ici, les taux de conversion e-commerce sur des appareils mobiles étaient inférieurs. Donc, en fait, à travers un certain nombre de changements, Google va s'attacher à optimiser le taux de conversion pour appareils mobiles. Et ça doit être aussi une priorité pour l'ensemble des e-commerçants, c'est d'optimiser l'expérience pour mobile à travers un site mobile ou responsive et à travers des applications natives. Une nouvelle fonctionnalité va bientôt arriver en France, c'est la fonctionnalité, c'est le bouton acheter d'une certaine façon. Donc c'est le bouton acheter maintenant, qui s'appelle aussi Purchase on Google aux États-Unis. Donc là, de quoi il s'agit? Il s'agit pour un consommateur de mettre sa carte de crédit directement en ligne chez Google dans le Google Wallet.
et du coup d'être capable d'acheter à travers Google Shopping d'une façon directe et d'avoir un processus de checkout complètement intégré à Google Shopping où en fait au final un achat peut se faire en quelques clics grâce à une carte de crédit préenregistrée. Là où par le passé, il était nécessaire de réenregistrer à chaque fois sa carte de crédit sur un site de e-commerce mobile si on n'était pas déjà client précédemment. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de fluidifier cette expérience d'achat sur mobile en intégrant l'ensemble du flow de checkout. Et typiquement, avec cette amélioration-là, qui va bientôt arriver en France, on attend un taux de conversion 2 fois plus élevé. C'est-à-dire un taux de conversion au final tout à fait compétitif par rapport à ce qu'on peut trouver sur un ordinateur de bureau ou une tablette. Quoi d'autre? Google lance également les annonces produits en magasin, donc annonces localisées qui vont permettre d'envoyer en fait des acheteurs dans des magasins physiques qui se trouvent à proximité. Donc là, un internaute sur mobile qui se trouve à proximité d'un magasin pourra avoir, en plus d'une annonce qui se trouve uniquement en ligne, pour avoir des annonces locales ou des annonces multicanales. Donc les annonces locales, c'est des annonces uniquement localisées, et multicanales, ça veut dire que en fait qu'un produit, on peut l'acheter soit en ligne, soit dans un magasin qui se trouve à proximité. Et là aussi, le processus pour se rendre au magasin sera complètement intégré avec Google Maps et les autres produits de Google pour en fait faciliter la venue des acheteurs dans un magasin physique. Donc ça, c'est une nouveauté qui est importante pour tous les e-commerçants qui ont par ailleurs un magasin physique. En revanche, cette fonctionnalité-là nécessite la mise en place d'un flux de produits en magasin et d'un flux d'inventaire en magasin. Donc c'est deux flux Google Shopping supplémentaires qu'il faut mettre en place et maintenir et actualiser en temps réel. En revanche, là aussi, avec une annonce de ce type-là, Google attend un taux de clic supérieur et il s'attend aussi à driver du trafic en magasin, ce qui est une chose très importante pour les distributeurs classiques. Nouveauté suivante, les avis produits. Donc les avis produits, ça fait longtemps que ça existe sur le net. Beaucoup de sites l'ont intégré. Et bien maintenant, ça va arriver également sur mobile. Et là aussi, les avis produits vont typiquement amener un taux de clic supérieur et souvent aussi un taux de conversion une fois sur le site supérieur. Donc typiquement pour intégrer des avis produits à votre flux, il faut travailler avec un agrégateur tiers d'avis qui est agréé par Google. Il y en a une quinzaine en France. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'intégrer relativement facilement. Donc au final, notre vision pour le marché du search marketing pour l'e-commerce dans les prochains mois, eh bien, ce sera de se centrer sur Google Shopping en se focalisant sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est la connaissance de vos produits et de votre catalogue. Le deuxième aspect, ça sera l'exploitation de vos données. Et le troisième aspect, ça sera d'une façon très très classique, d'une certaine façon, le savoir-faire propre à Google Shopping et à gérer des campagnes pour Google Shopping. Donc on va détailler ça un petit peu maintenant. La connaissance produit. Eh bien, Google Shopping permet de définir des enchères comme AdWords à différents niveaux. Donc il est assez classique de définir des enchères au niveau d'un ensemble de produits, au niveau d'un ad group, mais très souvent, et ça sera très souvent l'approche qu'on observera chez les sites e-commerce. En revanche, ce qu'il est aussi possible, c'est de définir des enchères un niveau beaucoup plus granulaire qui est celui du produit. Et pourquoi faire ça? Parce qu'il est assez évident que même dans une catégorie de produits donnés, certains produits peuvent avoir des niveaux de performance très variés, avec des produits qui sont des très bonnes ventes et d'autres qui se vendent beaucoup moins bien.
Donc on voit intuitivement qu'on a envie de fixer des enchères à différents niveaux, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on manque un peu d'informations pour être capable de fixer la bonne enchère au bon niveau. Donc pour illustrer ça un petit peu, en prenant quelques exemples, on peut imaginer une catégorie de produits où un e-commerçant va vendre des t-shirts de sport. Il se peut que mon premier t-shirt, un t-shirt blanc, se vende pas très bien, donc on a plutôt envie de mettre une enchère à un seuil relativement bas, parce qu'on va pas avoir un très bon taux de conversion sur ce produit et de ce fait la rentabilité sera pas très bonne. Donc on n'a pas envie d'enchérir d'une façon très élevée sur ce produit. En revanche, il se peut très bien qu'un autre produit juste à côté dans la même catégorie, par exemple mon t-shirt bleu ici se vende très bien, soit un produit très populaire, peut-être qu'il y a une pub à la télévision quelques jours avant, donc tout le monde va vouloir acheter ce produit-là. Donc en fait, on a envie de récupérer un maximum de visibilité pour ce produit et si le taux de conversion est très bon, on peut même acheter au final des clics littéralement 10 fois plus cher pour le t-shirt bleu que pour le t-shirt blanc. Maintenant, la difficulté, c'est d'avoir cette information. C'est en fait de savoir quelles vont être les meilleures ventes par catégorie et d'ajuster dynamiquement les enchères au niveau de chaque produit en fonction de la probabilité de conversion de chaque produit. Et donc ça, c'est évidemment très chronophage à faire manuellement. Maintenant, il y a effectivement des solutions automatisées pour faire cela. L'autre chose, je le mentionnais tout à l'heure, pour être capable d'ajuster les enchères au bon taux, il faut avoir assez d'informations pour cela. C'est-à-dire que il faut avoir des informations sur les ventes, mais très souvent c'est pas suffisant parce qu'un site e-commerce typique va avoir 2 ou 3% de taux de conversion en moyenne, c'est-à-dire qu'il va falloir que pour il va y avoir 2 ou 3 ventes. Donc on se rend bien compte qu'au niveau de chaque produit, on n'a souvent pas assez d'informations pour que l'enchère. En revanche, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut aussi utiliser d'autres informations directionnelles qui vont en fait aider à ajuster les enchères malgré tout. Par exemple, le nombre d'affichages d'une page produit ou le taux de rebond sur une page produit. Donc, si une page produit a un fort taux de rebond, eh ben, on peut se dire que c'est un produit que les gens n'apprécient pas beaucoup. De même, on peut regarder le nombre d'ajouts au panier pour un produit donné. Parce que typiquement, on va avoir 3 ou 4 fois plus d'ajouts au panier pour un produit donné que de ventes effectives. Donc tous ces signaux-là, c'est des signaux qu'il faut intégrer en fait pour ajuster ces bids au niveau de chaque produit. La chose supplémentaire qu'on peut faire après ça, c'est la partie segmentation d'audience. Donc ça, c'est aussi une autre dimension qui est très importante pour l'optimisation des campagnes e-commerce. Et qu'est-ce qu'on peut faire en segmentation d'audience? Bien, la première chose, c'est que pour cela, il y a une fonctionnalité intégrée à AdWords et Google Shopping qui s'appelle RLSA, qui sont donc les listes de remarketing et qui permettent très facilement de mettre en place des segments de remarketing basiques. Par exemple, on peut mettre en place une campagne de remarketing pour tous ceux qui ont visité votre site, par exemple. Tous ceux qui ont visité la page d'accueil, tous ceux qui ont visité des pages produits ou les pages de catégorie, ça c'est très simple à faire. De même pour les utilisateurs qui sont allés encore plus au fond du tunnel d'achat, c'est-à-dire qui ont ajouté des produits dans leur panier, on a envie eux aussi d'avoir un segment dédié pour ces gens-là et d'avoir un niveau d'enchère encore plus élevé, parce que ces gens-là sont encore plus engagés, ils ont presque acheté un produit, on a envie de les ramener avec un niveau de bid très élevé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en plus de ces listes de remarketing basiques? On peut, à un niveau supérieur, essayer d'intégrer aux listes RLS ses propres segments d'audience. Donc typiquement, si vous avez vous-même des données CRM de type localisation de mes acheteurs, préférences
type de produit préféré, âge, genre, etc. C'est des données que vous pouvez intégrer en créant des segments RLSA dédiés. Et finalement, le niveau le plus avancé, ça serait un niveau où en fait un système serait capable d'agréger automatiquement des audiences en fonction d'un comportement. Parce que très souvent, en fait, un comportement d'achat n'est pas forcément décelable à la main, mais on va pouvoir, avec des systèmes de segmentation, être capable d'agréger automatiquement des audiences à forte intention d'achat et de les assigner à des segments RLSA. Donc, au final, comment utiliser ces données et comment les rendre intelligentes et actionnables? Eh bien, tout d'abord, il faut les collecter, pardon. Tout d'abord, il faut les collecter, c'est-à-dire il faut avoir un système pour récupérer ces données, être capable de les analyser, que ce soit pour les audiences ou que ce soit pour les produits du catalogue. Ensuite, il faut être capable une fois les segments identifiés, ramener et configurer automatiquement ces segments dans Google Shopping ou dans Google AdWords à travers RLSA. Troisièmement, il faut être capable d'ajuster les enchères le plus rapidement possible, c'est-à-dire idéalement en temps réel en fonction de ces segments d'audience et de ces données consommateurs et données produits. Et c'est une fois qu'on a réuni ces différents éléments qu'on est capable en fait de vraiment passer à l'étape supérieure en termes d'optimisation des campagnes Google Shopping. Donc pour parler un petit peu du savoir-faire Google Shopping, en tant que marchand, on se rend compte quand même que il y a différents modules qui sont nécessaires, il y a différents acteurs qui interviennent sur ces différentes composantes de l'optimisation de campagne. D'une part, il y a la partie gestion de flux produits. Donc, il y a beaucoup d'outils de gestion de flux qui font très bien leur travail et qui permettent d'extraire un flux produit d'un catalogue, d'uploader le flux produit dans le Google Merchant Center, tout en parfois optimisant la qualité des données présentes dans ce flux produit pour réécrire les titres des produits ou pour rajouter des attributs là où ils sont manquants, etc. Donc il y a cette notion de gestion de flux produit. Ensuite, il y a une autre notion qui est l'optimisation des enchères sur Google Shopping. Donc l'optimisation des enchères sur Google Shopping, là, qu'est-ce que ça va utiliser? Eh bien, ça va utiliser les données qui auront été récupérées à travers un système d'analytics et un système de gestion de données. Donc là encore, pour être capable d'optimiser les données, il faut être capable de récupérer un certain nombre de choses sur les taux de conversion des produits, et ce, en temps réel, afin d'optimiser parfaitement les enchères en fonction des évolutions des comportements d'achat. Donc, en résumé, on a là 3 composantes qui sont fondamentales pour la réussite d'une campagne Google Shopping. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que peu d'acteurs ont une vision unifiée de ces 3 composants. Donc il y a des très bons outils pour chacun des composants, mais en fait avoir une vision unifiée sur l'ensemble, c'est quelque chose qu'il est aujourd'hui compliqué de réaliser. Donc nous typiquement c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelque temps et il y a parfois d'autres acteurs qui vont dans cette direction. Et maintenant ce que je voudrais faire, c'est à travers un cas client vous expliquer un peu plus en détail de quoi il est question. Donc, un de nos clients, par exemple, sur les solutions Smart SEM, c'est le site LePap, qui est un site de matériel de sport en particulier pour le running, la course et le fitness. Et donc, quand on a commencé à travailler avec eux il y a quelques mois, leur objectif, c'était de faire croître leurs dépenses sur les product listing ads, donc sur Google Shopping, et en fait de garder la même rentabilité, c'est-à-dire le même cost of sale qui était pour eux fixé à 30%. Donc encore une fois, quand on a pris en main ces campagnes-là, on a commencé par
bien sûr faire un audit, et très rapidement, on a voulu restructurer les campagnes et les brancher sur notre système automatisé. Donc, ce qui s'est passé sur ce client-là, typiquement, c'est que au bout d'environ un mois, on a réussi à, à, à maintenir et même à faire décroître le cost of sale, c'est la courbe noire, c'est-à-dire que en fait, on a augmenté la rentabilité des campagnes tout en augmentant le volume de vente. Donc là, on a fait typiquement au bout d'un mois plus de 100% de chiffre d'affaires, plus de 100% de vente, c'est-à-dire qu'on a multiplié le chiffre d'affaires par 3 sur ces campagnes-là. Donc comment est-ce qu'on a fait? On a fait, comme on vient de l'expliquer, hein, typiquement on est passé de groupes d'annonces avec typiquement une structure où un seul groupe d'annonces avait une grande quantité de produits avec le même CPC max, c'est-à-dire avec le même niveau d'enchère. On est passé à un groupe d'annonces par produit. Donc on avait littéralement, on est passé de quelques dizaines de groupes d'annonces à quelques milliers de groupes d'annonces, avec une enchère définie au niveau de chaque produit, c'est-à-dire que un produit avec, j'en parlais tout à l'heure avec mon exemple de t-shirt blanc et t-shirt bleu, un produit qui avait un très bon taux de conversion, on se permettait d'enchérir beaucoup plus élevé, c'est-à-dire d'acquérir beaucoup plus de trafic sur ce produit, mais tout en maintenant le même niveau de rentabilité. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'en parlais tout à l'heure avec la partie segmentation. Eh bien, on a mis en place des listes de segments RLSA basés, là encore, sur des segments d'audience définis par intention d'achat et par produit. Donc, on est parti de quelques listes de retargeting RLSA classiques basées comme souvent sur les visiteurs du site ou les visiteurs du panier à un système beaucoup plus granulaire où en fait on se permettait d'enchérir d'une façon spécifique pour chaque couple segment utilisateur et type de produit. C'est-à-dire qu'on se permettait d'enchérir là aussi d'une façon plus élevée sur un segment qui va avoir une forte affinité pour un type de produit donné. Donc, au final, nous, notre vision pour l'optimisation des campagnes Google Shopping dorénavant, c'est vraiment d'utiliser les données disponibles en temps réel et d'enchérir du coup au niveau de chaque produit et de chaque utilisateur en utilisant une segmentation d'audience très fine. Donc, comme je le disais tout à l'heure, connaissance produit, exploitation des données et savoir-faire Google Shopping. Voilà, donc j'en termine ici sur la partie exemple. Je voudrais maintenant continuer en donnant quelques astuces supplémentaires pour optimiser vos campagnes Google Shopping. Alors, je vais partir du principe que en fait tout ce qui concerne la saison de Noël à venir est déjà en place, parce que si c'est pas déjà en place, eh ben il faut commencer à se dépêcher parce que les achats de Noël ont déjà démarré. Et du coup, je vais me focaliser sur le point fort suivant de l'e-commerce qui sera les soldes d'hiver en tout début d'année 2016. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ce que j'ai dit pour se démarquer sur Google Shopping? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est, d'une façon générale, utiliser les nouvelles fonctionnalités de Google. Pourquoi? Parce que Google met en place sur AdWords et Google Shopping plus d'une centaine de nouvelles fonctionnalités chaque année. Et en gros, les annonceurs, les marchands qui mettront le plus rapidement en place les nouvelles fonctionnalités vont avoir un petit avantage sur les autres. Maintenant, évidemment, mettre en place un certain nombre de nouvelles fonctionnalités comme celles qu'on a vues tout à l'heure, ça prend un certain temps. Donc c'est quelque chose à faire uniquement si vous avez déjà un certain nombre de campagnes qui performent déjà très bien, qui sont en place. Et en gros, c'est une optimisation à faire
uniquement si vous en avez le temps et les moyens. Donc quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties récemment? On en parlait tout à l'heure. Euh, euh, bah, Déjà, une chose importante pendant les soldes, c'est d'utiliser la fonctionnalité de promotion dans Google Shopping. Donc, il y a une fonctionnalité de promotion qui permet d'attacher une promotion, une offre limitée dans le temps à une annonce Google Shopping. Voire même un coupon. Et donc ça donne lieu à la mise en place d'un flux promotionnel séparé qui va en fait associer eh bien, des promotions ou des coupons à certains de vos produits. Donc ça, typiquement, pendant la période des soldes, c'est quelque chose à faire absolument parce que vous allez vouloir explicitement marquer les produits qui sont en solde pour améliorer votre CTR et votre taux de conversion. Une autre chose qui est importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est les évaluations produits. Donc les évaluations produits ne sont pas disponibles sur l'ensemble des pays, mais c'est typiquement quelque chose qui est disponible en France. Et encore une fois, il faut travailler avec un prestataire, une des quinzaines de prestataires agréés en France pour intégrer les avis. On a parlé également tout à l'heure des annonces produits en magasin. Donc ça, c'est quelque chose à fortement considérer si vous avez eh bien, une présence physique avec un magasin dans une grande ville de France où vous allez pouvoir eh bien, attirer du trafic d'utilisateurs qui recherchent des produits depuis leur smartphone. Et finalement, le dernier point, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est le bouton acheter sur Google. Qui est actuellement en test aux États-Unis, qui arrivera ensuite au Canada et probablement très bientôt en France également. Pour configurer au mieux ces campagnes Google Shopping, il y a aussi un certain nombre d'améliorations du flux Google Shopping que Google a présenté cet été et qui a été mis en place à partir de septembre. Il y a tout d'abord un identifiant produit, donc un code, enfin l'équivalent du code barre qu'on retrouverait en magasin, donc le numéro produit qui devient obligatoire pour un certain nombre de marques. Donc je pense qu'il y a une trentaine de marques qui sont concernées par ça. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous vendez des produits de cette marque, eh bien, il faut absolument utiliser un identifiant produit. Il y a par ailleurs des règles de soumission qui sont également plus strictes pour tout ce qui concerne les attributs produits. Les attributs comme la taille, la couleur, qu'on va aussi retrouver dans l'univers de la mode, c'est mon troisième point, où il y a désormais des attributs et des détails qui sont beaucoup plus granulaires qu'avant. Et même si parfois ces détails-là sont optionnels, eh bien les renseigner ne peut qu'améliorer en fait eh bien vos impressions sur Google Shopping puisque vos produits vont en fait être matchés avec plus de mots-clés grâce à ces informations supplémentaires. Une autre optimisation importante pour les soldes, c'est eh bien typiquement de créer des priorités et d'utiliser les priorités dans vos campagnes. Donc typiquement, on peut définir un groupe de produits haute priorité pour les soldes avec l'ensemble des produits soldés qui va passer en fait au-dessus de l'ensemble et au-dessus du reste du catalogue qui restera en priorité faible ou normale. Donc en fait, prioriser son catalogue en différents groupes de produits et assigner des priorités dans les campagnes va permettre justement en fonction des événements, comme typiquement la semaine de solde de début janvier, eh bien de donner très rapidement une meilleure visibilité à ces produits qu'on veut mettre en avant à ce moment-là. D'autres optimisations, on peut par exemple créer des landing pages saisonnières, que ce soit
eh bien des pages produits avec des looks différents pour les soldes, avec éventuellement un traitement des soldes et des promotions, les moins 50, les moins 10% qui peut être différent. Et c'est quelque chose qu'on peut imaginer A/B tester à travers différents groupes de produits dans le catalogue. On peut, je le disais tout à l'heure, ajouter des textes promotionnels aux annonces. Et c'est typiquement quelque chose qu'on peut utiliser pour mettre en avant une livraison gratuite pendant les soldes éventuellement. D'autres choses sont très importantes dans les périodes de rush et de haute saison du shopping. Ce sont évidemment la mise à jour quasi temps réel des flux produits. Parce que bien sûr, quand le nombre d'achats journaliers devient très important et que les stocks commencent à s'épuiser, et ça c'est particulièrement le cas pendant les soldes où on essaye de déstocker des produits un peu plus anciens, mettre à jour du coup la disponibilité de ces produits devient fondamental. Et ça, il est très recommandé d'utiliser un outil automatisé pour faire ça. C'est-à-dire qu'il va automatiquement ajuster le niveau de stock et le niveau de disponibilité en fonction de ce qui est acheté en temps réel. Enfin, la dernière chose importante pour les hautes saisons de shopping, c'est le cas à Noël et ce sera le cas pour les soldes, c'est bien évidemment de surveiller le budget parce que on veut en fait prévoir assez de budget pour pouvoir laisser tourner les campagnes au moment du rush des soldes ou des fêtes de fin d'année. Et on veut surtout éviter de voir son budget s'épuiser au mauvais moment, c'est-à-dire en plein milieu de la semaine des soldes ou la semaine suivante. Une autre chose qu'il faut prendre en compte pendant ces périodes-là, c'est que très souvent les acheteurs vont faire plusieurs visites sur le site avant d'acheter. Donc, même si d'une façon générale vos taux de conversion vont augmenter, il sera assez typique pendant ces saisons-là de voir des acheteurs venir une fois ou deux fois sur le site pour d'abord repérer les achats qui vont être faits pendant les soldes ou repérer les achats qui vont être faits pendant Noël et les voir finaliser en fait ces achats-là parfois au dernier moment. Donc on voit parfois augmenter les, euh, les coûts d'acquisition et baisser la rentabilité au début de cette saison-là, donc au début de la semaine des soldes ou au début de la saison du shopping qui a lieu en ce moment. Et au final, c'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure des jours. En particulier, si en parallèle de ça, on a en place des campagnes de retargeting qui vont bien rappeler aux acheteurs les produits qui sont déjà présents dans leur panier. Voilà. Donc j'ai donné là un certain nombre de conseils sur Google Shopping pendant les soldes. On a vu un cas client et on a parlé un peu du secteur du search marketing en général. Donc j'en arrive à la fin de cette présentation. Donc pour résumer, nous chez Twenga, on a une approche très automatisée de la gestion de campagne. On travaille avec un certain nombre de grands clients en France, mais on travaille aussi avec des milliers de petits sites e-commerce. On a plus de 4000 clients en Europe. Et justement, que ce soit avec nous ou avec d'autres, avoir une approche automatisée de la gestion de campagne, ça va aussi permettre de gagner du temps. Parce qu'au lieu de gérer un certain nombre de choses manuellement, on obtiendra en même temps un gain de temps et en même temps un meilleur ROI avec une solution automatisée. Pour terminer, si jamais vous voulez plus d'informations en plus de ce dont on a parlé aujourd'hui, on a également un livre blanc qui reprend un certain nombre de ces informations avec un peu plus de détails et que vous pouvez aussi télécharger gratuitement. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation aujourd'hui. S'il y a des questions, je vous propose d'en discuter. Herbert, il y a une question déjà, je vais le mettre dans le boîte de chat. Ok. C'est une question de Patrick.
Oui, quelle solution est adaptée aux petits sites e-commerce ou au contraire réservée aux grandes enseignes? Eh bien, c'est assez variable. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que des solutions très automatisées vont permettre assez facilement aux petits sites e-commerce d'être présents sur Google Shopping. Je le disais tout à l'heure, hein, Google Shopping, pour des gens qui sont déjà sur AdWords, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. C'est un canal à gérer en plus. Donc c'est assez chronophage. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'utiliser des solutions automatisées de gestion de campagne. Donc une solution automatisée de gestion de campagne, c'est pas seulement automatiser son flux vers Google Shopping, ça va être automatiser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire eh bien la gestion des annonces, la gestion des mots-clés négatifs, la gestion des enchères d'une façon automatique. Donc typiquement, euh, euh, c'est quelque chose que nous on fait. Maintenant, il y a d'autres solutions également qui font ça. Pour parler un petit peu plus des grandes enseignes, eh bien les grandes enseignes très souvent utilisent des solutions du même type. Parfois ont en interne des équipes marketing de grande taille, donc vont se tourner vers des solutions, pourquoi pas de gestion de campagnes robustes comme parce qu'on a on a aussi d'une certaine façon des concurrents et des confrères qui font la même chose. Je vais citer les Marine Software, les Kensho, les, euh, euh, les Adobe, Adobe a une solution aussi orientée grand compte. Voilà, donc c'est des solutions qui vont permettre à des équipes marketing de grande taille de gérer ces campagnes manuellement. Et par ailleurs, il y a aussi bien sûr la possibilité de se tourner vers des agences. Après, la question c'est est-ce que c'est quelque chose qui est automatisable? Est-ce qu'une agence va apporter une valeur ajoutée sur des campagnes Google Shopping? Très souvent, les agences apportent aussi de la valeur ajoutée sur d'autres choses comme le conseil sur une marque, sur le design d'un site, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de solution unique. Après, il faut voir vraiment où sont les besoins. Merci beaucoup. Et la question suivante de Ophélie. Ophélie, alors est-ce que Google Shopping convient à tous les produits? Alors j'ai envie de dire oui, à quasiment tous les produits. Donc il faut quand même très rapidement relire les, les policies, donc la politique de Google sur la publicité en ligne. Je l'ai pas, elle fait plusieurs dizaines de pages, donc je l'ai pas forcément en tête. Donc je pense il y a un certain nombre de produits qui sont interdits, comme les armes. Il y a un certain nombre de restrictions sur la publicité, sur tout ce qui est lié autour de l'alcool, les cigarettes électroniques, etc. Après, hormis ces cas particuliers, Google Shopping marche vraiment pour tous les produits. Ce que je dirais en revanche, c'est que selon moi, c'est plus facile d'optimiser sur Google Shopping un catalogue produit qui contient plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de références, donc un catalogue produit assez large, parce que là, il y a effectivement de la matière pour venir optimiser et voir quelles sont les tendances d'achat à travers les différents produits du catalogue. En revanche, c'est un peu plus dur de faire cette optimisation sur, par exemple, un site e-commerce qui vendrait qu'un seul produit. Par exemple, un site e-commerce qui vend un seul modèle de piscine ou un seul modèle de volet roulant, là, ça va être plus dur d'optimiser ça sur Google Shopping. C'est pas impossible, mais par contre, là, pour le coup, c'est plutôt une optimisation qui se ferait à la main. Voilà, donc ma seule réponse, c'est le catalogue à de produits, le mieux ça marche, ou le mieux on peut optimiser les campagnes. Merci beaucoup. La question suivante de Phil. J'ai un flux de 500 références sur Google Shopping, il me reste à faire les campagnes AdWords. Quel est le coût d'accompagnement? Il est en petite Euh, précision en plus. C'est de Phil aussi. mon flux est généré par EasyFlux. Le coût d'accompagnement chez nous, j'imagine, donc j'ai considéré que c'est ça la question. Euh,
Alors, nous, en tout cas, chez nous, ça va être comme sur un certain nombre d'agences. Bien qu'on ne soit pas une agence, nous, on est une solution technologique automatisée, mais nous, typiquement, on a un modèle de prix qui est basé sur le pourcentage de la dépense sous gestion. Donc, donc typiquement, je ne sais pas quel budget mensuel vous allez avoir, vous avez aujourd'hui sur AdWords ou Google Shopping, mais nous, typiquement, on va prendre quelque chose autour de 10% et d'une façon dégressive de la dépense sous gestion. Donc, on va prendre 10% du budget, et si le budget est plus élevé, il y a un tarif dégressif qui peut descendre jusqu'à quasiment 5% pour un très gros budget mensuel. Voilà. Donc ça, c'est le seul coût pour des solutions comme la nôtre, où là, l'objectif, c'est d'avoir une intégration très simple, où il suffit de brancher le flux et de lier le compte AdWords, et après, tout le reste est complètement automatisé avec des solutions comme la nôtre. Après, si c'est plus, si l'idée est plus de travailler avec une agence, là, je pense qu'il y aura des frais de mise en place et probablement d'abord un audit, etc. Mais, voilà. Donc pour nous, nos tarifs sont disponibles sur notre site, hein, mais encore une fois, le budget typique est entre 5 et 10% de la dépense sous gestion. Ok, merci beaucoup. La question suivante, c'est de Charles. Des évolutions de Google AdWords sont-elles prévues pour retrouver le taux de conversion d'avant? Devons-nous nous concentrer sur Shopping pour les prochains mois? Eh bien, moi, ma recommandation pour l'e-commerce, c'est de se concentrer sur Google Shopping. Maintenant, on le voit sur une page de résultats, AdWords et Google Shopping apparaissent l'un à côté de l'autre, hein. Est-ce que j'ai un screenshot d'une page de résultats un peu plus tôt AdWords et Google Shopping apparaissent l'un à côté de l'autre. Voilà, on le voit sur cette page. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vendez, comme c'est ici mon exemple, des appareils photo Canon et que vous pouvez avoir d'une part une publicité Google Shopping sur la partie jaune de l'écran avec une photo, avec une publicité rentable, et d'autre part une publicité à droite de l'écran qui est aussi sur Google AdWords et qui est aussi rentable, et ben vous avez intérêt à faire les deux. Si vous êtes capable de gérer les deux, ça va vous faire du trafic supplémentaire en même temps sur les deux tableaux. Maintenant, si vous avez effectivement une question de budget insuffisant ou de temps en fait pour gérer ces campagnes qui est insuffisant, et ben moi je recommande plutôt de travailler sur Google AdWords parce que encore une fois, peu à peu, je pense que le taux de conversion AdWords pour l'e-commerce va aller d'une façon générale sur une pente qui va être doucement descendante et qu'en revanche, le taux de conversion sur Google Shopping va augmenter. Il augmente déjà, on le voit cette année, et je pense qu'avec les évolutions qui sont en train d'arriver, ça va continuer. Ok, merci beaucoup. Et voici la question suivante de Laurence. La réglementation Google Shopping est assez opaque et certains produits sont refusés sans autre explication que non conformes au règlement. Comment avoir accès à un règlement complet? Alors, je n'ai pas le règlement sous la main, mais il y a une page, comme je le disais tout à l'heure, qui est assez détaillée. Et si vous voulez me contacter par email, je vous l'enverrai. Mon email est disponible, je pense, quelque part en bas à la fin de la présentation. Oh, pardon, excusez-moi. Tac. Voilà. Voilà, vous avez mon email ici. Alors, on gère des flux Google Shopping pour plus d'une centaine de clients, donc on peut vous envoyer ces détails sans problème. Après, je suis d'accord que la politique est assez opaque, elle change parfois, et d'autre part, les raisons de refus d'un produit sur Google Shopping peut aussi être liées à parfois la non
un problème de différence entre le prix qui est mis dans le flux Google Shopping et le prix affiché sur le site. Ça peut être le fait qu'un produit peut être momentanément indisponible, auquel cas ça a posé des problèmes pour Google également. Ça peut être le fait que vous soumettez une promotion, mais que le type de promotion n'est pas conforme au règlement, etc. Donc il peut y avoir au final pas mal de, de raisons qui sont, comme vous le dites, assez opaques. Voilà, il faut rentrer dans les détails pour savoir. Ok, merci beaucoup. Et la dernière question, je crois, c'est la question de Emmanuel. Existe-t-il des produits très chers sur Google Shopping? Exemple, une voiture. Euh, alors, mon impression, c'est qu'il y a pas beaucoup de produits de ce type-là. Et d'une façon générale, il n'y a pas beaucoup de produits de ce type-là euh, achetés sur Internet. Donc il y a un certain nombre de, de sites de voitures, par exemple Aramis Auto en tête, qui commence à faire de la vente directe sur Internet. Euh, mais jusque-là, il était assez peu fréquent de voir des acheteurs vouloir acheter directement une voiture en ligne sans l'avoir essayé, etc. Donc très souvent, les produits très chers, que ce soit ben, euh, les voitures, les objets de luxe, etc., sont des produits qu'on voit moins retrouver. Maintenant, c'est techniquement possible.